Oui, donc déjà un grand merci à Romain qui m'a aidé à préparer tout ça et qui est le vrai spécialiste de la blockchain. Donc avec mes pauvres armes et mes pauvres connaissances, je vais déflorer ce monde de la blockchain et puis voir quels sont les rapports avec les graphes et avec les bases de données graphes comme Neo4j. Euh, alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors pensons sous forme de graphes. Déjà, la blockchain est un graphe, et ça, on va le montrer. Du coup, Neo4j va pouvoir analyser la blockchain, va pouvoir stocker la blockchain sous forme de graphe. Et cette blockchain, elle permet d'enregistrer de façon vraiment avec une confiance décuplée des transactions. Et ces transactions, ça peut représenter tout un tas de choses, notamment des transactions de monnaie et de monnaie électronique, mais aussi ces transactions, elles peuvent être effectuées pour échanger ce qu'on appelle des tokens. Certains de ces tokens sont appelés NFT, Non-Fungible Token, et ces jetons, ces certificats attestent de l'authenticité de la possession d'un objet numérique digital, et notamment des objets d'art numérique comme ce superbe singe. Voilà. Et l'essor des NFT a été assez incroyable de 2017 à 2020-2021 avec un plus 700%. Donc c'est assez incroyable que des objets numériques comme des tweets, des vidéos ou finalement des objets d'art électronique où votre présence dans le métaverse puisse être parfois revendue aussi cher avec une grosse spéculation. Voilà, donc on va parler de tout ça. On va donner quelques définitions parce que la blockchain est censée créer de la confiance, mais elle est assez peu connue finalement. Elle l'est de plus en plus, mais pour avoir confiance, il faut connaître. Et donc, un des premiers pas, c'est de s'attaquer aux différentes notions. Donc, on va commencer par là, et puis ensuite, on fera une démo, bien sûr, de comment est-ce qu'on analyse la blockchain et la blockchain dans le cadre de l'échange de NFT dans un graphe Neo4j. Alors, la blockchain, qu'est-ce que c'est? On appelle ça une chaîne de blocs. Alors, il y a une définition euh, de l'Assemblée nationale qui est assez bonne, du ministère de l'économie et des finances. La chaîne de blocs, c'est un registre, une grande base de données qui est distribuée et elle est partagée simultanément avec tous ses utilisateurs. Donc, on est tous dans la blockchain détenteurs de ce registre. On a la capacité d'y inscrire des données et selon des règles très spécifiques et qui utilisent un protocole informatique sécurisé avec la cryptographie. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? C'est que finalement, dans ma chaîne de blocs, dans chaque bloc, je vais avoir des données, et notamment des transactions. Et les blocs font référence au bloc précédent. Donc j'ai un hash qui va représenter le bloc précédent et un hash qui va représenter le bloc suivant. Donc, et finalement, cette chaîne de blocs, elle garantit vraiment l'intégrité des transactions. Il est très très difficile de se mettre entre deux blocs ou d'insérer des transactions qui seraient frauduleuses ou non réelles. Et donc prendre possession ou frelater la blockchain, ce serait finalement très très difficile pour des raisons assez simples, puisque il faudrait avoir une puissance de calcul telle que c'est impossible de prendre possession on parle souvent de 51% de la blockchain, donc de faire une attaque à 51%, ça demanderait beaucoup trop de ressources informatiques. Alors, on va simplifier un peu cette définition et on va dire en une phrase, la blockchain, c'est un système de confiance distribué qui permet aux transactions d'être vérifiées de manière communautaire. Dans un système classique, il y a une autorité, notamment une autorité bancaire, qui permet de valider la transaction. Si cette autorité est compromise, finalement, la transaction peut être mise en doute.
Et donc, on peut notamment avoir des phénomènes qu'on appelle de double spend, un argent dépensé deux fois. Quelqu'un qui s'introduit pour compromettre le système. Alors, j'insiste sur le terme confiance et distribué. Finalement, c'est ça la problématique la plus importante dans la blockchain, la décentralisation de la confiance. Et on voit que les transactions, notamment, il peut y avoir des acteurs humains qui valident ces transactions. Eh bien, dans la blockchain, le code logiciel peut remplacer le mécanisme humain de confiance. Et l'autorité sur les décisions, elle peut être distribuée parmi les participants. Donc ça, c'est vraiment pour éliminer les risques, les challenges d'un pouvoir central et améliorer la sécurité et l'intégrité des transactions. Comment ça se passe? Là encore, hein, je fais référence au rapport du ministère de l'économie et des finances sur la blockchain. Eh bien, lorsque A va effectuer une transaction vers B, notamment ça peut être de la crypto-monnaie, mais pas que, d'accord, on va avoir plusieurs transactions qui sont regroupées dans un bloc, et ce bloc est horodaté. Ce bloc, il va être validé par une méthode de consensus ouverte à tous les nœuds du réseau, et c'est là qu'interviennent la fonction de validation et la preuve de travail avec les gens dans le réseau les acteurs dans le réseau qui ont la fonctionnalité de miners, de miner les transactions. Donc chaque nœud va ajouter le bloc à sa propre copie de la blockchain et on peut arriver effectivement à cette validation de la transaction. Donc c'est très différent et premier point d'arrêt et premier point de convergence avec le graphe, la blockchain est un graphe. On va prendre un petit exemple. On a une transaction ici. Et finalement, dans cette transaction, on va avoir des bitcoins, 50 bitcoins, qui sont déloqués, voilà, et qui vont être envoyés, et notamment 25 vont être reloqués vers Bob. C'est-à-dire qu'on va changer d'adresse, on va dire ces 50 bitcoins, ils appartiennent plus à Alice. Il n'y en a que 25 qui vont appartenir à Alice à la fin de la transaction et 25 qui sont maintenant acquis par Bob. Il y a eu un très bon blog post là-dessus sur Medium, Token Analyst, qui montre justement ce graphe des transactions dans la blockchain. Et c'est comment charger des bitcoins dans Neo4j en un jour. Alors, si je vais un peu plus loin, pourquoi c'est intéressant de suivre tout ça? Eh bien, le graphe des transactions dans la blockchain va permettre de suivre les utilisateurs, leur comportement. Et on a introduit, notamment dans la blockchain Ethereum, assez vite la notion de tiers de confiance. Comment est-ce qu'on vérifie que ce qui se passe dans la blockchain n'est pas juste une suite de blocs contenant des transactions, mais aussi ces transactions peuvent révéler des comportements et qu'il faut analyser. Et le graphe est très bon pour ça. Donc on peut suivre les utilisateurs dans la blockchain, dans la séquence de transactions qui les impliquent. Voilà. Donc une blockchain, ça peut être un registre très très important, et si on le suit depuis le début, ça représente plusieurs gigas de données. Mais si on le met dans un graphe, on peut vraiment tracer et expliciter ce qui se passe et relier les blocs entre eux. Voilà. Alors, à la fin de ce blog post Import Bitcoin Blockchain Neo4j, l'auteur dit eh bien, finalement, une blockchain, la stocker dans une base relationnelle, ce serait comme essayer de mettre un carré dans un rond, quoi. Alors, j'ai une version animée de ce GIF où effectivement le gamin finit par soulever le couvercle et mettre le carré dans la boîte. Alors, on peut distinguer aussi blockchain ouverte et blockchain privative. À l'origine, la blockchain est ouverte avec le Bitcoin et une ouverture totale. Toute la population peut valider les transactions. Et c'est vraiment là qu'il y a une innovation de rupture.
Et puis de plus en plus, on s'est rendu compte que, indépendamment des crypto-monnaies, eh bien la blockchain avait des propriétés très intéressantes qu'on pouvait, notamment l'immutabilité des transactions, la confiance, la distribution. Et il y a maintenant des projets comme l'Hyperledger Project qui permettent de créer des blockchains privatives, donc pour des entreprises ou des groupes d'entreprises. Et là, c'est très intéressant aussi de voir comment l'écosystème évolue. Alors, on ne peut pas parler de blockchain sans parler de crypto-monnaie, puisque c'est finalement le Bitcoin qui a révélé la technologie sous-jacente de blockchain et qui a permis son essor, avec donc peut-être deux dates à retenir, même si l'écosystème est tellement vaste qu'on pourrait y passer beaucoup plus de temps. Mais en 2008, donc, il y a eu un papier, une publication scientifique sur la blockchain en open source. D'accord. L'inventeur n'est pas vraiment nommé, on pense que c'est un groupe d'inventeurs, donc Satoshi Nakamoto. Et par contre, en 2014, on a on va dire la deuxième crypto-monnaie la plus utilisée, Ether, pardon, et la blockchain Ethereum, qui est créée. Et là, il y a bien une personne réelle derrière, Vitalik Buterin. Alors maintenant, donc on a dit, les cas d'usage qui sont permis par la blockchain sont bien plus importants que d'être simplement un support de crypto-monnaie. Je vais citer quelques cas d'usage et m'attarder sur deux exemples. Donc dans le secteur financier, la gestion d'investissement et notamment les opérations transfrontalières, quand on a plusieurs banques impactées, voire plusieurs systèmes bancaires différents, on le voit notamment avec le système SWIFT, eh bien, voilà, la blockchain peut jouer un rôle comme tiers de confiance, comme chaîne de confiance décentralisée pour permettre ces opérations transfrontalières. Dans les marchés financiers aussi. On parle aussi de smart contracts et notamment dans les assurances. Je vous donne un exemple. Eh bien, vous avez un vol, on peut reprendre l'avion maintenant, donc un vol retardé, et eh bien, je vais avoir une automatisation de mon remboursement dès que le retard de vol est attesté. Finalement, quelques secondes après, je pourrais être remboursé, alors que dans un contrat d'assurance classique, ben, je devrais réclamer, faire une plainte, etc. Donc si les conditions d'exécution du contrat sont très claires, eh bien, en fait, on peut exécuter en quelques secondes ou millisecondes ce qui a été convenu dans les règles du contrat. Et finalement, ces règles du contrat, eh bien, c'est du code. Voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'au lieu, on va remplacer l'humain par le code dans les transactions. Alors, dans l'Internet des objets, le fait d'atteindre un consensus ou de pouvoir superviser des flottes d'appareils intelligents, c'est très intéressant. Dans la supply chain, la traçabilité d'un objet, notamment dans le luxe, pour lutter contre la contrefaçon, assurer la provenance et notamment aussi assurer le caractère d'économie solidaire et responsable de ces produits. Donc certifier que la provenance des matières, par exemple. Il y a des blockchains qui sont vraiment spécialisés autour de ces sujets-là, de la gestion de chaîne d'approvisionnement. Avec Neo4j, on a depuis assez longtemps permis un cas d'usage sur la traçabilité de la chaîne alimentaire avec l'éditeur Transparency One. Alors, dans le secteur public et dans tout ce qui est agence gouvernementale, on est sur la protection d'identité et puis la transparence budgétaire et le vote électronique. Alors, voyons deux exemples. Premier exemple, c'est la plateforme AXA qui s'est lancée assez vite dans les smart contracts. Alors, ça a été une expérimentation qui a duré 2 ans. Ils ont arrêté après. Mais voilà, ça a le mérite d'exister. Hein, c'est parmi les premiers cas d'usage dans les assurances. Et donc, via la crypto-monnaie Ether, elle couvrait automatiquement les retards des vols d'avion.
Bon, il faudrait creuser un petit peu pourquoi ça a été arrêté. Peut-être que certains ont des idées. Mais c'est très intéressant sur l'usage émergent des blockchains euh, dans, dans les assurances notamment. Alors, un autre exemple, et pourquoi ne pas l'évoquer à quelques encablures de l'élection présidentielle. Il y a quelques freins au vote électronique, notamment comment on vérifie l'identité de la personne, comment on garantit qu'une personne va voter une fois et une seule à une élection donnée, et puis comment est-ce qu'on peut protéger le vote de toute interférence. Et je pense que c'est peut-être le sujet d'inquiétude de chaque citoyen aussi. Je voudrais être sûr que mon vote va bien vers la personne, et encore plus sûr que si c'est moi qui remplis le bulletin de façon physique dans une urne et qui n'est pas remplacé par un tiers. Voilà. Finalement, comment est-ce qu'on empêche électroniquement qu'on bourre les urnes lors d'un vote? Voilà. Alors, il y a un exemple, c'est la plateforme votem.com qui utilise la blockchain pour réaliser des élections numériques et transparentes, auditables. Ça, c'est très intéressant. Il s'occupait notamment d'un vote qui comptait jusqu'à 1,8 million de votants. Alors, c'est pas forcément quelque chose d'aussi important que l'élection présidentielle, mais ça couvre par exemple le vote pour le Hall of Fame du rock. Voilà. Et je crois qu'en 2017, ils ont eu une attaque sur leur système. Ils n'utilisaient pas encore la blockchain. Et ça a été un peu catastrophique parce que plus personne leur a fait confiance. En gros, il y a eu un bot qui a permis de changer le résultat du vote. Et donc, perte de confiance des votants. Et finalement, en mettant en place ce système votem.com, ils ont pu regagner cette confiance et continuer à soutenir ce vote électronique, et là, pour le coup, qui est complètement auditable et par tout le monde. Alors, enfin, avant de passer assez vite vers la démonstration, euh, on parle dans la blockchain, et ça, c'est peut-être pas forcément évident, ce lien-là, de Web 1, Web 2, Web 3. Alors, le Web 1, Web 2, Web 3, on l'entend pas mal dans une définition académique autour du web, avec la définition Web 1, on va dire, on est en lecture seule, on a quelques millions d'utilisateurs, on connecte des informations, c'est le début du web. Ensuite, le Web 2.0, on est en lecture-écriture, on a du web social, des milliards d'utilisateurs, et puis il s'agit de connecter les gens. Et puis souvent, quand il y a un service qui est gratuit, c'est vous le produit. Voilà. Web 3, donc lecture, écriture, exécution. On est dans le web sémantique, on connecte les connaissances. Et puis surtout, on va avoir quelque chose de supplémentaire. Et là, vraiment, le vocabulaire blockchain est moins académique. On va voir la petite différence. Finalement, on peut dire que dans le Web 3, je serais plutôt dans la token économie plutôt que dans la plateforme économie ou l'économie de l'information en besoin. Je vais pouvoir avoir plus de confiance grâce à la blockchain, et je vais pouvoir aussi monétiser ma propre identité numérique. Finalement, grâce à mon identité numérique et à mon rôle, j'ai un rôle dans la blockchain, je vais pouvoir m'intéresser à des nouveaux services, ce qu'on appelle les applications décentralisées, notamment sur la blockchain Ethereum. Et je vais pouvoir miser sur des nouveaux services, investir dans des nouveaux services moi-même, en utilisant notamment les crypto-monnaies. Donc c'est très intéressant de voir cette évolution aussi qui est vraiment plus profonde. Et donc l'économie des jetons, des tokens, est en marche. Et alors, c'est vrai que dans les blockchains privées, les acteurs du cloud ont envie de fournir les outils clés en main pour que les entreprises puissent utiliser ce pouvoir de la blockchain pour créer des nouveaux services. Donc, on a notamment du blockchain as a service dans le cloud, notamment sur le cloud AWS, avec Amazon Quantum Ledger Database ou Amazon Managed Blockchain.
et puis tout un réseau de partenaires blockchain chez AWS. Chez Google Cloud, bien finalement, l'infrastructure Google, avec la possibilité de scaler, de passer à l'échelle très très vite, avec Google Cloud Spanner, eh bien, ça permet d'héberger un service comme le blockchain, le service officiel de blockchain. Et puis, alors, Azure a fait aussi, si on fait le tour un peu des gammes Azure, Azure a fait aussi une expérience de sa propre solution et qu'ils ont arrêté et qui maintenant, voilà, ils vont travailler avec Consensus. C'est en tout cas les informations que j'ai et autour d'Ethereum. Le parcours utilisateur dans la blockchain est lui-même un graphe, puisque lorsque je cherche dans Google la blockchain et que je choisis un site web comme Ethereum ou autre, je vais devoir me créer un compte et avoir mes clés, clés privées, clés publiques, qui vont me permettre de réaliser des transactions, de l'achat, de l'échange, des smart contracts. Et dans ces smart contracts, moi, je peux faire de la finance décentralisée, et notamment avec des plateformes d'échange entre crypto-monnaies. Une smart contract peut porter une fonction, un token de conversion ou un NFT, et on va s'intéresser notamment à tout ce qui est NFT. Alors, ça, c'est un objet d'art. On va voir comment il s'appelle tout à l'heure. Et cet objet d'art, eh bien, on peut acheter un certificat qui teste qu'on le possède, en tout cas numériquement. Donc, c'est là qu'on parle de non-fungible tokens, jetons non interchangeables. C'est un fichier numérique qui porte un certificat d'authenticité, qui ne peut a priori pas être falsifié, et puis il porte la preuve de la propriété de l'actif. C'est utilisé dans des collections d'art. Pardon, je reviens en arrière. Ça peut donner aussi accès à un contenu, un concert exclusif, à des avantages, et puis pourquoi pas des redevances automatiques. On peut aussi créer des objets numériques, notamment dans le métaverse, et voilà, et vendre ces objets numériques. On a même vu un tweet, le premier tweet d'un des fondateurs de Twitter qui a été vendu dans un NFT. Alors, finalement, les NFT représentent une propriété qui vaut de l'argent. Donc, quand il y a eu un cas de fraude particulier, je crois en Angleterre, il y a eu des saisies de NFT. Et puis, Beeple voilà, a vendu dans une vente aux enchères Christie un NFT pour 69 millions. Donc, dans cette collection, ça s'appelle The First 5000 Days. Et en fait, finalement, la personne qui l'a acheté veut essayer de tokeniser cette œuvre d'art et finalement la vendre à l'unité et au final encore plus cher. Voilà, il y a un vrai engouement là-dessus. Alors, je vous propose, avant de conclure et de rapprocher les notions de graphe et de blockchain, justement de voir un cas concret. On va explorer le monde des NFT. Alors, je vais vérifier que vous voyez bien mon écran. Je vais partager mon écran. Hop. Et aller dans le Neo4j Desktop. Alors, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Neo4j, Neo4j est une base graphe. Une base de graphe, ça stocke les données non pas sous forme de tables et de colonnes, mais sous forme de nœuds et de relations. Donc des cercles et des flèches. Alors, dans le Neo4j Desktop, j'ai mes projets Neo4j avec mes use cases et j'ai un cas d'usage sur les NFT. Donc, j'ai créé une base de données qui est active et je vais pouvoir l'explorer avec deux types d'interfaces. Je vais pouvoir l'explorer avec Bloom, donc un outil intuitif d'exploration, et je vais pouvoir l'explorer avec le Neo4j Browser et je vais avoir un langage de base de données qui s'appelle Cypher et qui permet d'explorer le monde des NFT et de la blockchain. Alors, si je vais dans Bloom, finalement, pour avoir quelque chose d'assez simple et parlant, de quoi on va parler?
Finalement, on va parler de traders ici. Voilà. On voit les catégories sur la droite. Donc ces traders, ils vont acheter ou vendre, voilà, ils vont être acheteurs ou vendeurs dans des transactions. Ces transactions, elles vont porter sur un non-fungible token, un token non interchangeable. Et puis ces tokens, quand on regarde leurs propriétés, on verra un exemple, eh bien ils sont dans des collections. On a notamment une collection très connue qui s'appelle CryptoPunk et qu'on va explorer un petit peu. Donc ça c'est pour Bloom et je vais pouvoir comme ça avoir des exemples. Si je cherche ma collection CryptoPunk, voilà. Je vais pouvoir explorer. Alors, il y a énormément d'objets dans la collection, donc je vais pas tous les afficher, il y en a 4500, mais si j'en affiche 25, je vais avoir ces NFT et je vais voir, par exemple, à quoi ressemble un CryptoPunk grâce à ses propriétés. Bien, ces propriétés, c'est une URL, voilà, ça ressemble à ça, un NFT enfin une image liée à un NFT de la collection CryptoPunk. Donc on peut acheter pour quelques dollars, dizaines de dollars ou plus, ce genre de choses et en être le propriétaire exclusif sur la blockchain. Alors, de même, on peut continuer à explorer le graphe et se dire, pour ce NFT donné, si je conserve la collection et le NFT, je vais m'interroger sur les transactions qui ont été effectuées. Voilà. Et puis, cette transaction, qui sont les traders qui l'ont effectué. D'accord. Et de proche en proche, on peut interroger notre graphe et avoir cette chaîne de transactions, continuer à explorer ce trader. Donc, on connaît uniquement l'adresse, d'accord. Donc, sa clé publique. Et puis, voilà, je vois que ce trader a vendu, a effectué beaucoup de ventes. Beaucoup de ventes, alors que celui-ci, c'est peut-être plus un profil acheteur. Voilà, il a acheté 4 autres transactions qui correspondent à d'autres NFT qui sont peut-être elles-mêmes dans les. Voilà, donc ce graphe, il a été. C'est un blog post de Thomas Bratanich qui permet de charger, tout un historique de transactions blockchain pour le NFT. Alors, on va suivre, on va regarder l'autre interface qui est le Neo4j Browser, et on va suivre ce qu'on appelle un guide. Alors, un guide Neo4j, vous voyez les petites flèches ici, c'est la présentation d'un cas d'usage qui va vous permettre d'exécuter des commandes Cypher sans que vous les ayez préparées, elles sont préparées à l'avance, et ça vous permet lorsque vous avez une base Neo4j sous-jacente avec notamment des nœuds et des relations qui décrivent l'écosystème des NFT et de la blockchain, eh bien, je vais pouvoir l'explorer sans même connaître Cypher. Alors, Cypher, évidemment, en 2 mots pour les nouveaux, le principe de Cypher, c'est la chose suivante. J'utilise mes caractères ASCII pour décrire ce qu'on appelle un pattern. D'accord. Qu'est-ce que je viens de dessiner? Un nœud, une relation et un autre nœud. Vous avez compris ça, vous avez compris Cypher. Et puis ensuite, effectivement, on a un mot-clé match qui est un peu à Cypher, parce que le select est à SQL. Je vais chercher, bien, par exemple, on avait parlé tout à l'heure d'une transaction. Voilà. Une transaction avec on le voit dans le modèle sous-jacent, pour un NFT donné. D'accord. Et puis, donc on va l'appeler N. Voilà. C'est NFT. Je vais pouvoir faire un return de ma transaction et de mon objet NFT. Je vais mettre une limite parce que j'ai un gros graphe en dessous. Je vais avoir une limite à 10. Et effectivement, ça me ramène. Alors, je vais connecter les résultats. Voilà.
On va faire la requête. Et effectivement, ça me donne ce pattern que j'ai cherché, c'est une transaction reliée à un objet NFT. Et puis, je peux complexifier comme ça le pattern pour chercher plus de choses et pour chercher de manière profonde dans le graphe de la blockchain ce qui se passe. Voilà. Donc, je cherche un pattern, un objet. Là en l'occurrence, j'ai un NFT qui est lié à deux transactions. Donc, il a été sans doute échangé plusieurs fois. Donc, voilà mon modèle graphe qu'on a exploré aussi dans Bloom. Un trader qui vend ou achète une transaction pour un token. Ce token, il est dans une certaine catégorie et puis surtout dans une collection particulière comme les CryptoPunks. Alors, si j'avance dans mon guide, eh bien, je peux regarder un petit peu les caractéristiques de mon graphe. D'accord? Donc, voilà, j'ai 11 millions de nœuds, 22 millions de relations, et puis mes différents labels, donc mes catégories de nœuds, donc catégorie, transaction, trader, collection et NFT. Maintenant, je peux aller chercher donc, les transactions et faire un petit peu des statistiques puisqu'elles portent un certain nombre de propriétés, comme le prix en dollars US, puisqu'il y a eu une conversion. D'accord. Donc, je me retrouve avec des statistiques par an et on retrouve ce boom du marché NFT de 2017 à 2021, avec que ce soit le volume total de transactions ou le prix moyen, là, qui a fait un boom incroyable aussi en 2021, voilà, de 223 $. Et puis, on peut être un peu plus précis. On va regarder quels sont les NFT qui font plus d'$1. Voilà. Donc, on a un peu une distribution voilà, presque égale. On a 2,7 millions de transactions avec qui valent moins de $1, et puis 3 millions au-dessus de $1. Donc, on va regarder comment le prix des NFT varie. Et puis, ça va nous donner voilà, une certaine volatilité, d'accord, avec un écart type très, très fort, et une moyenne voilà, de 266. Alors, c'est très intéressant, ça, on a un prix moyen de transaction de plus d'$1, mais 99% des transactions sont valorisées moins de 3300 $, et avec la transaction la plus importante à 7,5 millions de dollars US pour un objet numérique. Alors, justement, regardons ces objets NFT les plus chers. Et voilà, je retrouve souvent les fameux CryptoPunks qui ont eu beaucoup de succès. Donc, le prix en dollars US est très important. Et puis, qui sont les vendeurs-acheteurs de ces objets très très chers. Donc, je me retrouve avec notamment ces deux transactions qui sont exactement le même prix, avec des acheteurs et des vendeurs différents. Donc, ça fait partie des choses un petit peu louches qui ont été effectuées sur la blockchain pour vendre et acheter des NFT. Alors, quel est le coût moyen des collections NFT? Donc, cette fois, comme les NFT sont regroupés en collections, on se rend compte que si je vais chercher donc une transaction pour un NFT dans une collection pour lesquelles il existe un prix en dollars US, eh bien, je vais avoir donc les collections les plus chères, avec le prix moyen le plus important, eh bien, souvent, elles ont très peu de NFT. D'accord? Et la collection CryptoPunk est plutôt sur un plus grand nombre d'objets, mais avec un prix plus abordable. Donc, ils ne sont pas dans le top 5. Alors maintenant, si on s'intéresse aux traders, on peut regarder quels sont ceux qui
échangent le plus d'argent. D'accord. Donc voilà, on a simplement leur adresse, leur clé publique, ou dans certains cas, leur surnom. Et voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est pas seulement les traders qui font le plus de transactions en achat ou en vente, c'est aussi évidemment là où il y a le plus d'argent échangé. Et là, effectivement, on peut retrouver les, les champions des transactions. Voilà. Alors là, on peut s'appeler nulle adresse sur la blockchain jusqu'à, en tout cas, il y a peu. Mais on retrouve 7S ou Pranksy, si vous connaissez le domaine. C'est des noms assez connus sur l'achat et la vente de NFT. Alors maintenant, allons encore un peu plus loin. Qui fait du bénéfice avec les NFT? Qui revend des NFT avec le plus de bénéfices? Voilà, on se retrouve avec certains traders qui ont vendu, donc qui ont acheté par exemple 712 000 un NFT et ils l'ont revendu 1,7 million. Voilà, donc 1 million dans la poche. Ça vaut le coup de se pencher sur ce marché, apparemment. Et puis surtout, effectivement, on voit que les CryptoPunks sont souvent des items particulièrement lucratifs, intéressants. Au final, ce n'est pas les plus chers qui ont été vendus, mais c'est ceux-là qui ont donné lieu au plus de spéculation. Ok, très bien. Alors, jusque-là, on a regardé on a exploré la blockchain, les NFT, on a regardé, voilà, on voudrait connaître un peu plus comment les traders se comportent. Alors pour ça, on va aller un peu plus loin. On va utiliser la Graph Data Science. Alors la Graph Data Science, c'est un plugin de Neo4j et qui permet de monter en mémoire une partie du graphe. Donc là, j'ai monté en mémoire un graphe qui s'appelle NFT, et en fait, où il y a uniquement des nœuds traders reliés entre eux. Alors, la relation trader vers trader n'existe pas dans mon graphe. Par contre, les traders sont reliés entre eux par l'achat et la vente d'une transaction. D'accord. Donc, on va se retrouver avec un graphe des traders qui sont reliés entre eux par des transactions. Donc, je vais valoriser cette relation par la somme du prix en dollars US de leur transaction. Alors, j'ai créé ce graphe en mémoire. Si je regarde ma distribution, je me rends compte que cette distribution, elle est très éparse. J'ai finalement un graphe assez déconnecté. D'accord. Alors, je vais revenir tout en haut. Voilà. Donc, je pourrais même me rendre compte que dans certains cas, je peux avoir des utilisateurs qui achètent et vendent, qui sont les acheteurs et vendeurs des transactions. Pas forcément très clean tout ça. Donc j'ai un peu des outliers là-dedans. Mais je voudrais observer certaines de ces communautés. Il y a apparemment une très grosse communauté. Et on peut l'observer de façon assez visuelle dans Google. Alors, si je regarde dans mon historique, je vais aller regarder. Donc là, j'ai écrit ma propriété, donc Weekly Connected Components. Donc je suis allé observer les communautés de traders et je vais regarder les nombres de membres. Et là, je me rends compte effectivement, il y a une communauté énorme avec 462 000 membres.
communauté 64 000 membres, et puis quelques communautés plus raisonnables. Donc c'est vraiment un marché très très déconnecté, et il faudrait sans doute appliquer d'autres algorithmes plus modulaires que Weakly Connected Components pour trouver des communautés à l'intérieur de ces communautés. Alors, si je regarde mes deux communautés, 14 105 et 53 464, moi, je pourrais très bien les comparer. Donc, si je retourne dans Bloom, hop. Donc je me suis fait un petit raccourci. Voilà, si je regarde ma communauté 14 105, je me retrouve avec ces traders-là, d'accord. Et puis, j'en avais une autre, je vais retrouver son numéro, qui s'appelle, voilà, 53 464. Donc, je vais les superposer. Alors, ça m'embête parce que j'ai des communautés différentes et je ne vois pas très bien à laquelle ils appartiennent. Alors, je vais ajouter une règle pour, en fonction de la valeur de cette communauté. Donc, si par exemple, c'est la communauté 14 105, eh bien, je vais appliquer une couleur particulière, plutôt celle-là, d'accord. Voilà. Je vais appliquer. Hop. Donc, quand je dézoome, je me retrouve avec mes deux communautés un peu plus distinguables. Voilà. Et maintenant, je vais regarder ce que chacun a fait. Voilà. Donc, toutes les transactions qui ont été effectuées. On voit bien que les communautés sont disjointes ici. Et puis, on peut même révéler, une fois qu'on a les transactions, eh bien, les NFT qui sont concernés par chacune des communautés. D'accord. Et on est capable de tracer une ligne ici qui sépare les communautés de traders. Voilà. Ils ne se sont pas du tout intéressés aux mêmes NFT. Ils sont sur des parties du marché complètement disjointes. Voilà, et c'est souvent le cas dans ce marché NFT. Alors, je vous avais promis qu'on allait explorer un petit peu la communauté CryptoPunk. On va regarder une petite digression là-dessus pour aller observer qu'est-ce que c'est que ces NFT qui sont achetés et vendus. Donc, je vais pouvoir aller regarder ces NFT-là. Et puis, on pourrait révéler de même, d'accord, tous les NFT qui ont été achetés, et puis toutes les transactions. On pourrait révéler de même, alors là j'ai limité à un certain nombre à 100 nœuds révélés, mais je pourrais étendre aussi aux traders, d'accord. Et finalement, alors là cette communauté on voit pas très bien, mais si j'augmente ma limite, voilà, par exemple à 5000 nœuds affichés à l'écran, je vois un peu plus ce qui va se dessiner. Finalement, je vais dire, je recherche les transactions et puis dans ma collection et mes traders. Et là, on va avoir une sorte d'explosion du graphe, vous voyez, avec des choses à l'intérieur qu'on va pouvoir observer. Alors peut-être plus avec une notion de... Parce que là, il y a finalement une grosse communauté qui échange des NFT dans la collection CryptoPunk. Donc plus avec une notion de centralité. On va voir qu'il y a des influenceurs et ça va être l'objet de la fin de notre démonstration. Alors, je regarde notamment, je vais utiliser l'algorithme Article Rank, une variation de l'algorithme PageRank qui permet de déterminer les influenceurs. Et là, cette fois, donc, je vais aller chercher donc le
le nombre d'utilisateurs du trader, qui a un score très important, donc comme Yellow Heart Factories ou Proxy. Donc score de centralité très élevé. Et c'est pas forcément le nombre de transactions ou le volume, c'est ensuite les transactions et les volumes à partir des transactions que eux ont effectuées sur certains NFT. Il va y avoir d'autres utilisateurs qui eux-mêmes échangent ces NFT, etc., etc. Donc c'est plus le réseau par capillarité que juste les plus proches voisins. C'est ça qui est important de distinguer. On ne parle pas de centralité par degré, le nombre de plus proches voisins, mais de centralité par capillarité. Donc, par exemple, je pourrais explorer dans Bloom voilà, à quel point Proxy est un utilisateur central. Donc, je pourrais comme ça revenir dans Bloom et puis aller chercher ce Proxy. Donc, j'ai Proxy et puis j'ai regardé les transactions vers d'autres traders qui ont fait des transactions vers d'autres traders qui ont fait des transactions vers d'autres traders, etc. Donc on peut aller comme ça de proche en proche assez loin. Et c'est vrai que là, on voit se dessiner un réseau qui, si j'augmente encore un peu plus, les limites, je peux aller jusqu'à 10 000, mais là, c'est pas la peine. En fait, on voit effectivement se distinguer des pôles avec, si on zoomait sur chacun des centres, des barycentres de ce réseau, eh bien, on se rend compte qu'on a des traders qui ont des centralités particulièrement élevées, quoi. C'est des influenceurs dans le réseau. Et autour d'eux gravitent tout un tas de transactions et d'autres traders. Voilà. Avec un petit peu des liens plus faibles à l'intérieur de la communauté, voilà, qui permettent de la faire grossir. Et c'est ces liens faibles qui finalement font enfler le marché des NFT. Très bien, alors voilà un peu pour la fin du guide. Je vais faire une petite conclusion et on va prendre quelques questions. J'espère qu'on est dans les temps. Hop. Voilà. J'arrête le partage d'écran et je reviens sur les slides. Alors, en conclusion, on peut dire que Neo4j se positionne en moteur de confiance de la blockchain. On pourrait dire, par exemple, avec les architectures qui sont disponibles dans notre dernière version, on peut distribuer, ce qu'on appelle les very large clusters. On peut distribuer des bases de données différentes et qui seraient autant de blockchains différentes, d'accord, sur des infrastructures distribuées. Donc ça, c'est un réseau de bases graphes qui permettent de gérer des blockchains différentes. D'accord, ça, c'est une architecture possible dans le cloud ou on-premise, selon qu'on emploie une chaîne de blocs publique ou privative, ouverte ou privative. Alors ensuite, il y a la gestion fine des permissions, le concept de traverser sans voir. Et comme on voit s'affiner les rôles à l'intérieur de la blockchain, eh bien, il faut pouvoir gérer ces rôles de façon très fine. Et on est capable, dans Neo4j, d'avoir un rôle qui est capable de voir que deux nœuds sont reliés, de traverser les nœuds qui permettent de les relier sans pour autant voir les propriétés des nœuds et des relations traversées. Alors que d'autres, avec plus de permissions, aura le droit de voir certaines propriétés des nœuds et relations traversées. Donc traverser sans voir, et finalement, une même requête Cypher va donner des résultats différents en fonction des rôles de l'utilisateur. Ça, c'est très, très puissant et on va beaucoup plus loin que les bases relationnelles, encore une fois, puisqu'on fait des permissions en traversée. C'est impossible dans les autres technologies. Imaginez pouvoir dire, j'ai une blockchain, je voudrais autoriser une auditabilité sur certaines parties uniquement. Enfin, la capacité d'analyse et d'audit avec la Graph Data Science, avec plus de 60 algorithmes dans différentes catégories, la recherche, la centralité, la détection de communauté, la similarité, la prédiction de liens, les graph embeddings, j'en parlerai à Cannes en avril, avec les graphes qui permettent d'être plus précis
et plus performant dans les prédictions. Et ça, c'est vraiment très, très utile, notamment dans la détection de fraude. Enfin, je terminerai par une petite question ouverte. Finalement, dans ce qu'on a vu tout à l'heure, il y avait des exemples de ce qu'on appelle la centralité critique. Dans quel cas je voudrais supprimer les nœuds rouges et créer un graphe déconnecté? Petit a, je n'aime pas le rouge. Petit b, pour vérifier si le graphe est toujours connecté après. Et petit c, pour empêcher la propagation d'une attaque malveillante ou d'un virus ou d'un comportement frauduleux. Donc évidemment, la réponse A est à éviter, mais effectivement, la réponse B et la réponse C. La réponse B, c'est la robustesse d'un réseau quand on enlève les éléments critiques. Et donc, la robustesse du réseau de bases de données distribuées qui supporte la blockchain, ça peut tout à fait se mesurer avec des algorithmes de centralité critique. Et puis enfin, pour empêcher les attaques, notamment les attaques 51% et autres. Et puis, à l'intérieur de la blockchain, dans les comportements, repérer les patterns bizarres, frauduleux, et pouvoir lutter contre les attaques malveillantes et sécuriser encore plus la blockchain. Pourquoi? Finalement, il y a une preuve de plus de confiance et de confiance décentralisée, mais il faut prouver technologiquement que c'est bien le cas et que c'est encore plus le cas que les technologies traditionnelles.